bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment surveiller les sites web. Alors surveiller les changements sur les sites web, on n'est pas la NSA, on n'est pas la CIA. L'idée c'est quoi? C'est de rajouter des sites web dans une liste et puis dès qu'il y a un petit truc qui change sur le site, ça peut être un prix par exemple, ça peut être un réassort, si jamais il y a plus de produits sur un site, vous pouvez être averti quand le produit est à nouveau disponible. Ça peut être un changelog, c'est-à-dire une liste de changements, de fonctionnalités, un petit détail, un truc comme ça que vous voulez surveiller et il n'y a pas de flux RSS, il n'y a pas d'alerte mail que vous pouvez avoir. Alors bien sûr, il y a des services en ligne qui proposent ce genre de truc, mais tout est payant, donc là je vous montre un truc que vous pouvez héberger chez vous, soit en local sur votre machine, soit sur votre serveur. C'est gratuit, c'est open source, mais avant, je voulais remercier les Patreons pour leur soutien, parce que c'est grâce à vous, chers Patreons, que je peux faire ces vidéos, donc merci beaucoup. Et puis si vous n'êtes pas encore avec moi sur Patreon, avec nous sur Patreon, n'hésitez pas, vous allez sur patreon.com/corben, il y a toutes les infos, et au pire du pire, si ça ne vous dit rien, vous pouvez quand même mettre un petit like sur cette vidéo, un petit pouce, une petite cloche, un petit commentaire, un partage, un ticket resto, un ticket de métro. Non, je plaisante. Et je vous emmène tout de suite sur ma machine pour y découvrir changedetection.io, qui est donc un site qui propose deux services, on va dire ça comme ça. Il y a la possibilité d'avoir le service, comme je disais, open source hébergé, c'est sur leur GitHub que ça se passe, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça on va l'installer ensemble, on va voir comment ça fonctionne. Et sinon, ils ont une petite formule payante à 8 balles et des poussières par mois, 9 dollars pardon par mois, mais on y retrouve les mêmes fonctionnalités que ce qu'on peut avoir sur la version auto-hébergeable. Alors je vais vous apprendre tout simplement à l'installer. Pour cela, vous allez avoir besoin de Docker. Donc Docker, vous connaissez sûrement si vous avez déjà fait des tutos avec moi, déjà suivi des petites explications. Docker, c'est un outil qui permet de faire tourner des conteneurs. Des conteneurs, c'est des programmes, on va dire, des services que vous pouvez encapsuler et lancer ou fermer comme vous voulez, etc. Donc vous installez Docker, c'est dispo sous Mac, sous Windows et sous Linux. Et ensuite, vous ouvrez un petit terminal. Alors, je zoome un petit peu sur le terminal que vous puissiez bien voir. Je sais que il y a beaucoup d'entre vous qui me suivaient qui avaient passé la quarantaine, donc on n'a pas fait son petit bilan lunettes là. Et une fois que Docker est lancé, donc dans la barre là-haut, on va lancer l'image de Change Detection. Alors je pense que sur le GitHub, il doit y avoir déjà tout ce qu'il faut. On va regarder un petit peu en détail. Voilà, on peut le lancer soit avec un Docker Compose. Je vais zoomer un petit peu aussi ici. Docker Compose, il faudra donc récupérer tout le dépôt ici et le lancer avec Docker Compose. Donc vous faites un Docker Compose up-d, mais nous on va le lancer comme ça en standalone, c'est juste pour la démo. Donc je vais récupérer l'URL la commande, et je vais vous montrer, je vais vous expliquer tous les paramètres. Donc pour cette commande, je vais effacer le petit dollar devant. On a donc la commande Docker, run ça veut dire pour le lancer, -d c'est en démon, c'est-à-dire que ça va se lancer en tâche de fond quoi, si vous voulez. Ça, il va nous rendre la main dans le terminal. Restart, ça permet de le redémarrer si jamais il plante. Donc restart always, à chaque fois que ça crache, ça va se relancer. -p, ça permet de préciser le port. Donc on est en 127.0.0.1, donc c'est une adresse IP locale, port 5000 qui pointe vers le port 5000. Donc ça, les deux 5000 là, il faut comprendre que il y a le port qui est à l'intérieur du conteneur Docker et il y a le port que vous exposez vous sur votre machine. Donc là, le port de Change Detection c'est 5000, et si vous vouliez par exemple le mettre sur un port 1, 2, 3, 4, il faudrait changer le deuxième ici, 1, 2, 3, 4. Ensuite, -v, c'est pour le volume. On précise qu'on veut un volume de stockage, un data store qui est dans /datastore. Voilà, ça c'est pas compliqué, c'est juste pour dire où est-ce que tu vas stocker les données, puisqu'évidemment il y aura de la data qui sera conservée. Le nom, on l'appelle changedetection.io, mais bon, vous mettez ce que vous voulez. Et puis ici, c'est l'URL, le chemin vers l'image de Change Detection. Donc c'est ce qui est dispo sur le GitHub, le hub Docker, excusez-moi. Donc on va le lancer comme ça, et puis on va voir ce que ça fait. Donc moi, il avait déjà récupéré l'image, il l'a lancé, il m'a rendu la main, et si je vais sur Docker, on peut voir ici sur mon Docker que j'ai changedetection.io qui est bien démarré, et il est dispo sur le port 5000. Voilà, et donc là je me retrouve avec mon navigateur et une interface que je vais vous zoomer un petit peu aussi parce que je la trouve un petit peu petite. Interface assez basique dans laquelle j'ai la possibilité de rajouter des URL, et j'ai un tableau d'URL surveillé. Voilà, donc là j'en ai deux par défaut, c'est Y Combinator et le changelog de changedetection.io. Si je refais un recheck, il va aller vérifier s'il y a des changements sur tel ou tel site, enfin sur le site en question. Donc ça c'est on va dire le fonctionnement de base. Donc moi par exemple, si je vais aller surveiller ce qui se passe par exemple sur mon site corben.info, je peux lui préciser
préciser l'URL du site ou de la page web. Je peux rajouter un petit label. Le label, je permets juste de le taguer si vous voulez. Donc je vais l'appeler tech par exemple et je le rajoute. Donc je dis watch. Et là voilà, il est rajouté ici et il va être surveillé. Pour l'instant, il n'a pas été checké, hein, c'est écrit not yet, mais si je refresh la page, voilà, il vient d'être checké là à l'instant. On voit que j'ai une petite barre ici là-haut, donc je peux mettre en pause, je peux enlever la pause, je peux rendre silencieux ou pas silencieux, vérifier, taguer, marquer comme vu, utiliser des notifications par défaut, enlever les erreurs, etc. Bon voilà, je peux traiter mon tableau comme ça. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que chaque élément ici, je peux l'éditer. Donc je vais cliquer sur le bouton Edit et je peux changer l'URL, je peux lui donner un titre, je peux spécifier l'heure de vérification, donc il peut vérifier par exemple une fois par semaine ou 3 fois par jour ou toutes les 3 heures, etc. On peut aussi extraire le title du document, donc le titre de la page, ce qu'on voit dans l'onglet en fait ici. Et en fait le title, ça peut apporter de l'information parfois sur certaines pages web, donc c'est quelque chose qu'on peut aussi extraire. Et puis recevoir une notification quand le filtre n'est plus trouvé sur la page. Donc en gros, s'il y a un problème, on reçoit une notif. La requête en elle-même, elle est faite de manière basique, hein, donc System Settings Default, c'est juste il va taper dessus, il regarde s'il y a une différence, etc. Mais ensuite, on peut avoir d'autres méthodes de récupération, donc tout ce qui est plain text, client HTTP, donc ça c'est pas hyper sorcier, il va juste récupérer la page web aussi. On a le WebDriver Chrome JavaScript, donc là ça utilise le driver web de Chrome et ça permet un pilotage du navigateur. Donc pour ça il vous faudra Chrome, il faudra le driver Chrome en gros, et ce genre de choses. Voilà. Donc là il utilise vraiment le navigateur. C'est si jamais le site web vous bloque la récupération, vous pouvez probablement utiliser ce WebDriver, mais il vous faudra Chrome, etc. Ensuite on a le sélecteur visuel. Alors ça c'est une fonctionnalité en bêta. Je choisis de pas en parler tout de suite parce que c'est un peu plus compliqué, ça va pas forcément vous intéresser, mais ça permet de choisir visuellement ce qu'on veut surveiller sur la page web en gros. Ensuite on a les filtres et les triggers, donc ça permet de rajouter plein de trucs. Donc ce que vous voulez surveiller, par exemple s'il y a une page web avec plein d'infos et qu'il y a plein de trucs qui changent, par exemple je sais pas, il y a une pub qui va changer et ça vous intéresse pas, vous voulez pas alerter, vous voulez pas être alerté à chaque fois qu'il y a une pub qui saute, vous pouvez spécifier l'élément que vous voulez surveiller. Ça peut être un CSS, un chemin JSON, du JQ, des filtres de type XPath, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment de manière très ciblée l'élément que vous voulez surveiller. Donc je vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que j'en ai déjà parlé à d'autres occasions dans d'autres vidéos pour ce genre de choses, mais voilà. Renseignez-vous sur le XPath notamment, ça vous permet d'aller cibler dans le DOM de la page précisément l'élément qui vous intéresse. On peut aussi retirer des éléments. Si le header il change tout le temps, vous pouvez l'enlever. Si le footer il change tout le temps, vous pouvez l'enlever. Voilà, ce genre de choses en spécifiant soit le CSS, soit le chemin XPath, les sélecteurs XPath qui vont bien. Au niveau du filtrage du texte, on peut réduire le déclenchement des alertes à des éléments comme des lignes ajoutées, des lignes changées, remplacées ou des lignes supprimées. Cette option en dessous, Only Trigger when unique lines appear in all history, ça veut juste dire que par exemple si vous avez une liste d'éléments, voilà, vous avez une liste élément 1, élément 2, élément 3, élément 4, si par exemple j'inverse dans l'ordre de la liste l'élément 2 et l'élément 4, normalement ça va se déclencher. Mais si je coche cette case, Only Trigger when unique lines appear in all history, ça va se déclencher seulement s'il y a une nouvelle ligne qui est rajoutée. Donc si j'inverse ligne 2 et ligne 4, il va pas broncher parce qu'il va se dire c'est les mêmes lignes, c'est juste qu'elles ont bougé dans le code de la page, mais c'est la même information. Par contre si j'en rajoute une, je rajoute la ligne 6, 7, 8, etc., il va déclencher l'alerte. Il peut enlever les duplicats, donc les lignes en double, sortir le texte de manière alphabétique, enlever les espaces blancs avant, après, etc. Avant de déclencher aussi, on peut lui dire il faut que tu attendes tel texte, c'est quand il y aura ce texte là que tu te déclencheras. Voilà, ce genre de choses. Enfin bref, il y a plein de petites options de paramétrage très, très fines qu'on va pouvoir mettre pour vraiment avoir des alertes qui collent avec ce qu'on attend des changements. Et puis ici à droite, vous avez le petit bouton activer de preview qui vous permet de voir justement ce qui a changé, enfin voilà, ce qui est filtré, etc. Donc, ça permet de faire un test en live sur la page web. Donc là, c'est ma page web, c'est ma home, mais voilà. Pour tout ce qui est notifications, on peut les activer, les désactiver et puis ajouter des URL de notif. Donc, on peut ajouter du SMTP, du SNS d'AWS, du Office 365. Enfin, il y a plein en fait de services qu'on peut rajouter. Tout ce qui est AppRise, vous pouvez l'ajouter. Donc, il y a du Telegram, du WhatsApp, toutes les API, voilà. Tout ça, vous pouvez l'ajouter. Google Chat, Home Assistant, IFTTT, Mastodon, Matrix, MQTT, Notify, Prol, enfin voilà, Pushbullet. Tout ça, c'est des services dont je vous ai déjà parlé beaucoup sur mon site, etc. Rocket Chat. Voilà, donc tous ces services-là, on peut les ajouter et donc vous pouvez être instantanément alerté, par exemple sur WhatsApp, qu'il y a un changement. Donc ça, c'est intéressant. Et puis personnaliser l'email qu'on reçoit pour dire voilà, ce
ce changement a eu lieu, et puis voici la différence avant, après, etc. Et puis évidemment, après, on a des petites stats. Donc ça, c'est sur du changement, on va dire, de page web classique, sans souci. Maintenant, un truc sympa, c'est que, admettons que vous vouliez acheter un Raspberry Pi, et puis il est en rupture de stock, ou alors le prix est trop cher. Donc je vais aller par exemple sur le site de Cubi, qui vend des Raspberry Pi, ou du matos, peu importe. Je vais prendre, voilà, on va aller voir ce qu'ils ont dans leurs nouveautés. Je vois qu'ils ont un petit robot ici, voilà, le robot éducatif. Admettons que le prix ici, 138,99 €, c'est un peu trop cher pour moi. Je me dis, je vais guetter un prix un peu plus intéressant. Je vais pouvoir rajouter ça. Donc je rajoute l'URL de Cubi du petit robot dans Change Detection. Sauf qu'au lieu de cocher webpage, texte HTML, JSON, PDF, parce que oui, ça peut aussi surveiller les changements sur les PDF, les JSON. J'ai oublié de vous en parler, mais voilà, c'est intéressant. Il y a un truc qui s'appelle Restock and Price Detection for Single Product Pages même. L'idée, c'est quoi? C'est que ça surveille si un produit est en rupture de stock et qu'il est à nouveau disponible. Le fabricant ou en tout cas le marchand a remis du stock, il va le détecter et vous prévenir. S'il y a un changement de prix, il va le détecter, il va vous prévenir. Donc le seul point important ici, c'est qu'il faut qu'il y ait un seul produit par page. Si vous avez deux produits sur la même page, et ça marchera pas. Donc vous cochez Restock ici et puis on va rajouter l'URL ici. Alors, vous voyez, il y a une petite différence, c'est qu'on est avec un petit tag vert ici qui s'appelle Price. Donc il est en train de vérifier et il va me surveiller le prix entre guillemets. Donc il détecte bien le prix, 138,99 € et c'est tout. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. J'ai un prix détecté automatiquement sur une page produit. Quand j'édite cette alerte, c'est là que ça devient intéressant, et que je vais dans l'onglet Restock and Price Detection, ici je peux spécifier des petites options intéressantes. Donc je peux dire, par exemple, si c'est en stock seulement, je reçois une alerte. Donc ça passe de out of stock à in stock, je reçois une alerte. S'il y a n'importe quel changement, je reçois une alerte. Ou alors je ne suis pas s'il y a du restock, du stock, pas de stock, etc. Donc moi je vais dire, voilà, seulement si c'est en stock, je veux avoir une alerte. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est le prix. Donc je dis suivre les changements de prix. Il a évidemment détecté le prix de 138,99 € et je peux dire, voilà, si je passe sous le prix des, par exemple, je me dis, bon, 138 € c'est trop cher, 139 € c'est trop cher, moi je vais attendre qu'il soit en promo à 130 €. Voilà. Donc s'il passe sous le prix des 130 €, pouf, je reçois une notif. S'il passe au-dessus de tel prix, je peux recevoir une notif. Ou alors, je peux dire, si son prix baisse de 20%, c'est ça le threshold, si son prix baisse de 20%, je reçois une alerte. Donc on peut comme ça surveiller en fait, si vous faites du shopping, où vous avez besoin de suivre des prix, vous pouvez utiliser Change Detection aussi comme outil pour suivre l'évolution des prix et être immédiatement alerté sur vos canaux d'éventuelles baisses, etc. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est quand même assez cool. Donc par exemple, je vais dire, voilà, si ça passe sous 130 €, je sauvegarde. Et là, bon, j'ai pas le détail dans la liste, mais voilà, il va surveiller et puis dès qu'il y aura une nouveauté, il va m'alerter. Voilà, après sur le reste, je vous ai pas montré plus que ça parce que après c'est un outil assez basique à prendre en main, mais vous avez vu, vous avez des petits onglets ici pour classer un peu vos liens à surveiller, parce que s'il y en a vraiment beaucoup, il faut pouvoir les regrouper. Et vous avez là-haut un truc qui s'appelle groupe, donc vous créez vos groupes et après vous pouvez mettre comme je disais, vos liens dans des tags. Donc voilà, les groupes, c'est les tags, les labels, c'est la même chose. Donc si par exemple je veux mettre là, j'ai créé un groupe tech tout à l'heure, mais j'aurais pu le rajouter dans Tech News. Le seul petit bémol, je vais dire, c'est que je peux pas avoir la liste ici. Par exemple, si là je clique ici, il me propose pas de choisir Tech News ou autre chose. Je suis obligé de l'écrire en entier. Tech News par exemple, je sauvegarde et là je l'aurai dans l'onglet Tech News. Voilà, mon petit robot Cubi ici, il est surveillé dans l'onglet Tech News. Je suis obligé de le taper à la main, donc ça demande de connaître le nom de ces onglets. Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est une petite subtilité. Voilà, sur le paramétrage, on a de la vérification, on va dire, plus globale. Est-ce que je veux que ça vérifie toutes les X? Là, bon, là j'ai mis toutes les 3 heures. Ça peut être toutes les 10 secondes, etc. Donc ça dépend vraiment de la puissance de votre serveur. Il y a un petit jitter ici. Bon, en gros, ça c'est pour ajouter un peu d'aléatoire. Vous pouvez, plutôt que ça aille taper toutes les 10 secondes, vous pouvez dire, voilà, je veux que ça tape toutes les 10 secondes, mais à plus ou moins 5 secondes. Donc un coup, ça va taper à 10 secondes, un coup, ça va taper à 15, un coup, ça va taper à 5. Voilà, c'est pour mettre un petit peu d'aléatoire. Le nombre de fois où le filtre peut manquer avant d'envoyer une notification, c'est-à-dire que si par exemple le site est HS, où la page a vraiment beaucoup changé et qu'il reconnaît rien, il faut qu'il détecte pas par exemple le CSS ou le XPath que vous avez mis, il va vous envoyer quand même une notification au bout de 6 essais. Voilà, ça permet d'éviter d'être spammé si jamais le site est HS ou si jamais il y a un bug, une erreur 500, un truc sur le site que vous surveillez. On peut mettre un petit mot de passe pour bloquer l'interface. Voilà, puis bon, après des petites options dont je vais pas trop vous parler, mais voilà, l'extraction des titres, le nombre d'éléments par page qu'on peut surveiller, etc. Bon, bref. Les notifications, ça, je vous en ai parlé. Le fetching, je vous en ai parlé, hein, c'est la manière qu'on a pour récupérer les infos. D'ailleurs, ici, on peut spécifier un user agent. Donc, si vous êtes bloqué un petit peu par des filtres, etc., vous pouvez essayer de mettre un vrai user
agent d'un vrai navigateur. Les filtres globaux ici, il y a une API, ça c'est cool. Donc vous pouvez piloter votre instance avec cette API. Donc il faudra aller lire la documentation, j'ai pas été voir, mais ça permet par exemple si vous faites si vous avez des outils pour ajouter des URL à surveiller, ce genre de choses, bah voilà, vous allez pouvoir les ajouter avec ça, les supprimer, agir sur les alertes, etc. Et ici vous avez CAPTCHA et proxy, ça permet juste de faire péter les CAPTCHA, les proxys, etc. Donc il y a des services qui font ça, voilà, si jamais le site web vous demande de résoudre des CAPTCHA, bah voilà, il y a Bright Data Auxilab ou je sais pas quoi, des outils comme ça que je connais pas spécialement, mais qui permettent d'avoir des proxys ou des navigateurs un petit peu virtuels, on va dire, pour faire sauter ces CAPTCHA qui nous en mettent. Voilà pour les settings. Après, on a les imports. Si vous voulez faire des imports massifs, hein, vous avez toute une liste d'URL sous Excel, par exemple, vous voulez tout importer d'un coup, toutes les surveiller d'un coup, bah voilà, vous pouvez faire un import comme ça. Il y a voilà, le format du fichier, c'est les URL, tag 1, tag 2, etc., etc. pour les classer, on va dire. Et puis vous choisissez si c'est des listes de prix que vous voulez, enfin des surveillances de prix ou des surveillances de page web. On peut récupérer un import de Distilio aussi, qui est un service de monitoring en ligne. Et je parlais de liste Excel, mais effectivement ici on peut carrément importer le fichier Excel directement. On a les backups, bon évidemment c'est toujours mieux de faire une petite sauvegarde, la petite recherche et puis le mode sombre, le mode clair, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je voulais vraiment vous montrer un peu tout ça. Ah non, un truc que je vous ai pas montré, c'est le petit bouton jaune ici, vous voyez la petite icône, c'est icône flux RSS. Et ça c'est important parce que vous pouvez aussi surveiller les changements directement dans votre lecteur de flux RSS habituel. Donc ça c'est très cool aussi. Voilà, et puis évidemment sur la liste on peut, comme je disais, mettre en pause certains éléments ou couper les notifications sur les éléments qui vous intéressent. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez eu envie de mettre ça en place. Si vous avez des besoins dans ce style, hein, de besoin de détecter, d'être au courant quand les choses changent sur le web, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à me soutenir en mettant un petit like, en vous abonnant à mon YouTube, et puis en nous rejoignant sur patreon.com/Corben. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.